Il est rare que je me retrouve dans des loges. Généralement, les interviews, comme vous pouvez le voir, sont sur la scène, quelquefois dans la salle. Et bien cette fois-ci, on a fait une exception pour Caroline Loeb, qui a 2 spectacles à l'affiche. Non pas un, mais 2. Le même jour. Le même jour, bon, pas à la même heure. Hein. Non, non, quand même pas. Ça se suit, en gros, si quelqu'un veut vraiment faire une piqûre de rappel de Caroline Loeb, on peut venir au Théâtre de l'Archipel. Il y a les 2 doses le même jour. 2 doses le même jour. Voilà. C'est quand même pas mal. Et après, ça vous donne le droit au pass Caroline Loeb. Exactement. Et celui-là, il peut marcher au Théâtre de l'Archipel. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, on va parler du premier. Je ne sais pas si c'est chronologiquement le premier. Oui, c'est chronologiquement le premier, tout à fait. Donc, c'est Françoise par Sagan, c'est un spectacle que je joue depuis quelques années. Oui. D'après les interviews de Sagan, qui a été mis en scène par Alex Lutz, qui a été nommé au Molière, que j'ai joué déjà plus de 400 fois, que j'ai tourné dans des endroits incroyables comme Singapour, Hong Kong, le musée Saint-Laurent à Marrakech, Israël, enfin voilà, Londres. Là, je pars le jouer à Tahiti dans quelques mois. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, je veux bien. Ouais, la liste est longue. Oui, mais j'imagine. Pour Tahiti. Mais voilà, c'est un texte que j'adore, c'est un spectacle que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver. Parce que c'est 1h10 d'intelligence, d'élégance, d'humour. Enfin, voilà, les mots de Sagan sont vraiment un bonheur. Mais pourquoi Françoise Sagan? C'était un auteur qui vous a marqué, je ne dirais pas dans la jeunesse, mais... Pas du tout, en fait. Ça a été un coup de foudre tardif, mais très fort. On m'a offert ce livre qui s'appelle « Je ne renie rien », qui est le recueil d'interviews. C'est une vie d'interviews. Ça commence en 1954 avec la sortie de Bonjour Tristesse. Et les interviews se terminent dans les années 90. Et quand j'ai lu ça, j'étais stupéfaite par... à quel point ça me parlait, à quel point ça me touchait profondément. Et voilà, j'ai eu l'envie et l'idée d'en faire un monologue et je l'ai fait. Mais il me semble qu'il y a 2 spectacles que vous avez fait sur Sagan, non? Alors, il y a ce premier, donc j'ai créé au Théâtre du Marais en 2016. J'ai fait plusieurs festivals d'Avignon, des tournées, etc. Et au bout de quelques mois, il y a quelqu'un que je connaissais qui m'a envoyé un double CD avec des chansons écrites par Sagan. Alors, je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit des chansons. Je suis tombée des nues. Et j'ai laissé le double CD sur une table, comme ça, pendant un moment. Puis tout à coup, je me dis, tiens, je vais quand même regarder. Et j'ai écouté. Je dis, mais enfin, Sagan, auteur de chansons. Tout à coup, j'ai fait, bon sang, mais c'est bien sûr. Ça m'a donné envie de faire un nouvel album. Donc, j'ai fait ce nouvel album qui s'appelle Comme Sagan. Attendez, j'en ai un là, d'ailleurs, puisqu'on est dans ma loge. Montrez-le. Puisqu'on est dans ma loge, voilà, il y a tout. Et donc, j'ai fait cet album réalisé par Jean-Louis Pierrot, qui est l'alter ego d'Étienne Dao depuis 30 ans. Et c'est autour de Sagan, mais c'est un peu comme le monologue, très personnel, très intime. Et voilà, Sagan, c'est le point de départ, et le point d'arrivée, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Donc il y a des textes de Sagan, il y a une chanson de Sagan qui a été chantée par Gréco, et des choses que j'ai écrites ou coécrites, voilà, avec Pierre Grillet, mon co-auteur historique de C'est la Ouate, avec Thierry Louz, il y a des chansons de Pascal Marie, enfin voilà, il y a vraiment des très très belles chansons. J'avoue que je suis très fière de cet album, et pour faire exister l'album, il fallait faire un spectacle, parce qu'aujourd'hui, c'est sur scène que tout se passe, hein. De toute façon, que la vérité des choses, elle est sur scène. Donc j'ai eu l'idée de ce spectacle qui s'appelle Chiche, mis en scène par Stéphane Druet, et je suis accompagnée de 2 musiciens, et c'est une espèce d'aller-retour entre Sagan et moi. Donc je chante les chansons de cet album, et entre les chansons, je raconte des moments de ma vie. Alors évidemment, les années 80, le palace, des trucs un peu punk, des souvenirs d'enfance, à déjeuner à l'Élysée avec Mitterrand, enfin voilà, des choses assez contrastées en fait. C'est en même temps, c'est un peu tragicomique, et avec beaucoup d'émotions, à ce qu'il paraît. Et c'est vrai qu'après le Françoise par Sagan, qui était quand même quelque chose de très solitaire, je suis là avec la perruque, où c'est vraiment Sagan qui parle, j'avais envie de musical, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie d'être avec d'autres gens sur scène. Et ce qui est formidable avec le musical, c'est qu'on peut aussi interagir avec le public, donc c'est très joyeux,
C'est une forme, c'est vraiment à l'autre bout du spectre, et j'aime bien faire des choses différentes. Ah, c'est ma complaisir, puisqu'en fait, mais il y a quand même le point commun, Qui est Sagan, tout à fait. Ou Sagan. Ouais. Et du coup, vous avez tout lu, Sagan Non, parce que j'avais pas envie de faire bonne élève, parce que ça m'intéresse pas, ça m'emmerde. Donc j'ai vraiment eu la sensation d'être à l'essence, à l'essentiel de Sagan avec ses interviews. Et puis comme ça, au fil de mes envies, j'ai lu Derrière l'épaule, j'ai lu La femme fardée qui m'a fait beaucoup rire, évidemment plein de ses chroniques qui sont absolument merveilleuses, ses portraits de Billie Holiday, Tennessee Williams qui sont formidables. Et récemment, pour une émission sur France Inter où il fallait genre un spécialiste Sagan, donc j'ai eu la chance d'être choisie, j'ai dû lire Bonjour Tristesse, que je n'avais jamais lu en fait, que j'avais acheté plusieurs fois dans des vides-greniers, des éditions originales, et puis je me suis dit, oh, mais je l'ai déjà, c'est un peu doré, là, qui a un peu le poisson rouge, et donc j'ai enfin découvert Bonjour Tristesse, qui m'a évidemment beaucoup intéressée, mais je l'ai lu avec un prisme assez particulier, puisque je reconnaissais plein de choses qui sont développées dans les interviews, et voilà, j'étais pas vierge de Sagan quand j'ai lu Bonjour Tristesse. Après, Bonjour Tristesse, c'est tout un truc, c'est le milieu des années 50, c'est Julliard qui fait un bandeau quasiment de marketing, le radigué en jupon, c'est une femme libre à une époque où les femmes étaient encore très corsetées par tout le système social. Et, voilà, donc ça a été un énorme succès pour plein de raisons différentes, en dehors du texte. Aussi par le fait qu'elle était extrêmement jeune et que les journalistes étaient frappé par sa jeunesse. Mais ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup touchée dans ses interviews. Elle parle très bien du succès et du masque de la légende, et de vivre avec cette espèce de guignol qu'on peut devenir quand on est quelqu'un de connu. On devient son propre guignol. Elle est très lucide là-dessus. Et évidemment, moi aussi, j'ai fait un tube, qui n'était pas un tube littéraire, mais un tube de chanson, comme vous savez. Oui, bah ça, oui, c'était... On le sait, c'était un sacré truc, et ça continue. Et donc, ça m'a touchée de voir quelqu'un qui parlait de ça avec autant d'élégance et de profondeur et de légèreté en même temps, parce que Sagan, c'est quelqu'un qui se plaint jamais, mais qui dit des choses sur la solitude, sur la souffrance, mais avec toujours beaucoup de pudeur. Donc c'est vrai que c'est très agréable de se glisser dans ces mots-là. Des regrets de ne pas l'avoir rencontré, à moins que vous l'ayez rencontré d'ailleurs en fait Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je ne regrette pas, parce que je l'ai rencontré d'une manière tellement profonde. Et finalement, je l'ai rencontrée, je pense, là où elle était la meilleure, qui est dans ses interviews. Après, je rencontre régulièrement des gens qui l'ont connue, ou très bien connue, qui me disent « mais qu'est-ce qu'on a ri avec elle, elle était tellement drôle, tellement intelligente ». Mais bon, voilà, je ne l'ai pas rencontrée, et je regrette pas. Moi, je ne l'ai pas rencontré, mais j'habitais, alors ça c'est l'anecdote, au-dessus d'un cabinet vétérinaire, et le docteur qui soignait ces animaux, c'était toujours le même, le docteur Rousselet-Blanc, et je sais que le nombre de fois où elle est passée, je dirais devant ma porte, c'est incommensurable, puisqu'elle venait très souvent, et puis elle a réveillé la nuit, etc. C'était très drôle de savoir que cette femme, que je ne connaissais pas, et dont j'entendais parler régulièrement dans la clinique, pour moi c'était quelque chose de drôle, une personne inaccessible. Mais revenons quand même au spectacle. Alors ce spectacle, enfin ces deux spectacles, lequel préférez-vous, s'il y a une préférence? Il n'y a pas de préférence, c'est comme quand on me demande est-ce que vous préférez écrire, mettre en scène, jouer, chanter. Moi, ce que j'aime, c'est faire tout ça en même temps, parfois dans la même journée. J'aime passer de l'un à l'autre. J'adore ce monologue très intérieur, et puis j'adore le côté musical, le fourreau noir, voilà. Il n'y en a pas un que je préfère à l'autre, non, je pourrais pas dire ça. Pour moi, le grand luxe, c'est justement de pouvoir faire les deux. Les deux. Et en plus, les deux dans la même journée, donc c'est formidable. Est-ce qu'il y a un troisième spectacle dont vous auriez envie, ou qui vous turlupine un petit peu, ou en écriture? Un prochain, puisque j'en ai fait d'autres avant,
sur George Sand. Je tourne un peu autour d'un projet, mais pour l'instant, ça reste vraiment comme ça une idée un peu vague. Je me suis pas vraiment attelée au travail. Mais j'ai une idée, on verra si elle aboutit. On peut savoir si c'est du côté plus musical ou plus théâtral? Ça sera plutôt théâtral, et c'est autour d'une femme qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas envie de... Je ne vais pas dévoiler parce que si ça se trouve, je ne vais pas le faire. Donc, mais j'espère aller au bout. Parce que voilà, ce qui m'intéresse beaucoup, ça fait des années maintenant, ça fait 10-15 ans, c'est les femmes libres, c'est les femmes qui cassent les codes, qui ne se limitent pas à l'image des femmes classiques, qui ne se laissent pas enfermer par le regard des autres. Et Dieu merci, il y a quand même plein de femmes très inspirantes. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis ado ou une petite fille, j'ai un panthéon de femmes qui m'inspirent. Alors ça va d'Arletty à Joséphine Baker, à Marlène, à Tallulah Bankhead, à Mae West, à Dorothy Parker, enfin Coco Chanel, il y en a plein. Et c'est vrai que ça, c'est une veine, on va dire, qui m'inspire beaucoup. Et je pense qu'il fait du bien parce qu'on a toujours besoin de modèles, de femmes libres ou d'hommes libres. Mais en l'occurrence, les femmes libres sont toujours un tout petit peu moins visibles que les hommes. Donc voilà, je me dis, c'est ça que je vais faire et c'est ça que j'aime faire. En ce moment, on en voit beaucoup des femmes sur scène. Il y a les deux, Michel Faux et Amanda Lear d'un côté qui font... Enfin, c'est pas ce qu'on appelle des femmes sur scène, excusez-moi. Oui, il y en a un des deux qui n'est pas une femme vraiment. Donc, mais bon, c'est aucun des deux n'est une femme. Ça, je ne jurerai pas, je n'ai pas été voir. Mais vous avez aussi des spectacles où la femme est importante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une question d'importance, c'est une question de ce qu'elle raconte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes qui incarnent réellement la liberté, et des femmes affranchies. Hein. Il y en a toujours, il y en a toujours eu, mais d'abord, elles en ont toujours pris plein la gueule. C'est toujours très violent à vivre parce que quand même ça suscite aussi du rejet et c'est pas seulement qu'une femme soit le centre d'une pièce, c'est faut voir quelle place elle prend. Et c'est vrai, quelqu'un comme Sagan, comme George Sand ou comme Miss Tinguette qui m'a beaucoup intéressée, c'est des femmes qui ont complètement inventé une façon d'être au monde. Avant elles, c'était un modèle qui n'existait pas. Il y a beaucoup de gens, des hommes ou des femmes d'ailleurs, dont on connaît le moule, on reconnaît tout de suite, surtout avec l'âge, des gens qui commencent des phrases, on sait comment ça va se terminer, on connaît leurs références, voilà. C'est quand même pas si courant que ça, les gens qui vraiment inventent un univers, une façon de penser, une façon de voir le monde. Et évidemment, quand c'est des femmes, c'est pour moi extrêmement inspirant. Mais il y en a d'autres. Là, on est à côté du théâtre Antoine, de l'autre côté de la rue, il y a Simone Veil, qui est quelqu'un de très important. Et bien sûr, il y a régulièrement des femmes comme ça qui sont mises sous le projecteur, mais on en a toujours besoin parce que la liberté des femmes est toujours sujette à débat, à caution. Qu'est-ce qu'elle fait de son corps, qui décide, enfin voilà. Là j'ai été nommée il n'y a pas longtemps à la commission égalité femmes-hommes à la SACEM et je suis très heureuse parce que c'est vrai qu'il y a du boulot, pour montrer que toutes ces femmes qui sont réalisatrices, en l'occurrence là, de musique, qui sont compositrices, qui sont arrangeuses, ça reste toujours un peu le parent pauvre. Donc voilà. Là, pendant l'année qui suit, je vais un peu réfléchir avec mes petites camarades et petits camarades, parce qu'il y a aussi des hommes qui s'intéressent à la question, heureusement. Il y a des hommes féministes, heureusement. Oui. Heureusement, bah oui. C'est comme, enfin, il ne suffit pas d'être noir pour être contre le racisme, il ne suffit pas d'être juif pour être contre l'antisémitisme, et il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe, heureusement. Donc voilà, on planche là-dessus, et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Je vois, moi, deux spectacles, je ne sais pas si vous les avez vus. Celui avec Jean-Louis Debré et qui se joue à la Gaîté Montparnasse, ces femmes qui
qui ont changé la France. Mhm. Je ne me souviens plus exactement où ça parle de toutes ces femmes dont certaines on ne connaît absolument pas leur vie, celle qui a créé le Bon Marché par exemple. Moi je connaissais la vie de cette femme, je connaissais l'histoire du Bon Marché des Boussicauts. Oui, j'ai vu le spectacle hier et c'est vrai qu'on découvre des femmes, moi qui suis quand même une vieille féministe, j'ai découvert des femmes dont je n'avais jamais entendu parler, donc c'est toujours intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus de femmes que ce qu'on croit qui ont été très importantes. Et c'est assez révélateur du fait que même quelqu'un comme moi qui me passionne pour cette question depuis des années, il y a encore des femmes qui restent totalement inconnues, qui sont passées sous les radars. J'étais très touchée de voir qu'il y a une femme qui était algérienne, qui a été nommée à un ministère sous je ne sais plus qui, genre dans les années 50, elle était ministre. C'est extraordinaire. C'est De Gaulle alors. Peut-être c'est sous De Gaulle, je sais pas. Ah bah 50 c'était De Gaulle. Ouais, mais ou alors peut-être. Je sais plus 50 ou 60, enfin peu importe. Mais il y a des parcours fascinants, quoi. Et puis la première avocate, première femme médecin, voilà. Mais chaque fois, c'est des chemins de croix pour arriver à ça. C'est ce qu'on entend. Mais c'est vrai, c'est des chemins de croix. Et voilà, donc c'est des vraies héroïnes. Hein. Et le deuxième, c'est parce que vous m'avez parlé d'elle, c'est Joséphine Baker. Ah, il y a le spectacle qui s'appelle Joséphine B, qui reprend d'ailleurs. J'ai vu que ça reprenait, je vais absolument y aller parce que je suis totalement fan de Joséphine Baker, je l'adore, Et c'est sublime. Je vais y aller, je vais absolument y aller. Je peux vous le dire, je l'ai vu et j'ai interviewé justement les deux protagonistes. C'était un bonheur. Oui, je vais y aller. Ça fait partie de absolument ma to-do list, comme on dit. Ouais. Joséphine Baker, qui était évidemment non seulement l'immense artiste de music hall, mais résistante, archi courageuse. Quand elle a été aux États-Unis, vous devez le savoir, mais pour chanter, on lui faisait un pont d'or. Elle a dit, moi je veux bien, si on laisse rentrer des Noirs, et on lui a dit non, donc elle a refusé les ponts d'or. C'est une femme qui a vraiment eu un sacré cran et un sacré courage, en plus d'être d'un chic, d'une drôlerie extraordinaire. Comme Marlène d'ailleurs, qui aussi a été très courageuse pendant la guerre. Donc c'est bien aussi de voir qu'on peut donner des images de fantaisie, de légèreté, de glamour, et aussi avoir du courage et des idées. Voilà, c'est pas des choses qui sont antinomiques. Alors on rappelle que Mademoiselle, Madame Caroline. Mademoiselle. Voilà, mais c'est pas pour rentrer dans la vie privée. Pour les comédiennes, c'est Mademoiselle. C'est Mademoiselle. Mademoiselle Deneuve, donc. Voilà. Donc, est actuellement au Théâtre de l'Archipel à Paris pour des représentations. Donc tous les samedis, c'est à 17h Françoise Parsagan et à 20h Chiche, avec deux absolument merveilleux musiciens qui sont Yorfella et Vincent Gaillard. Voilà, donc, et je suis très heureuse de revenir en chanteuse. Voilà. Je terminerai par C'est la Watt. Merci beaucoup. Merci.